Alors, bonsoir, chers maîtres, chers collègues. Au nom de la Société africaine de pneumologie de langue française, je voudrais vous remercier d'avoir pris un peu de votre temps de cet après-midi pour assister à cet enseignement post-universitaire. J'espère que je suis reçu chez vous. Ça pourrait En tout cas, m'aider si je moi, pouvais avoir une réaction. Oui. en tout cas, moi, je vous reçois 5-5. Très bien. Merci beaucoup. Donc, moi, c'est Serge Adé, je suis le secrétaire général de la Société africaine de pneumologie de langue française. Je serai à la modération avec notre maître, professeur Boko Alexandre, qui va nous rejoindre sous peu. Nous allons encore attendre, disons, pendant 5 minutes ou au plus 10 minutes, les derniers collègues qui souhaiteraient nous rejoindre. Merci beaucoup. Bien entendu, pour un bon déroulement, notre séance, je voudrais vous prier de bien vouloir éteindre vos micros lorsque vous n'avez pas la parole. Ça va permettre la fluidité de la transmission du message. Merci bien. Oh maman, c'est Avec votre permission, chers maîtres, chers collègues, nous allons certainement démarrer dans 2 minutes pour permettre à ceux qui ont pu se connecter à temps de pouvoir peut-être rentrer très rapidement et vaquer à d'autres préoccupations. Avant cela, je voudrais m'assurer que les présentateurs sont bien présents parmi nous. Professeur Pefoura Youn, est-ce que vous êtes présent? Oui, oui, oui.
Professeur, je suis présent, je t'écoute très très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et docteur Pokamayap, est-ce que vous êtes présent? Oui, cher maître, je suis présent. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est 17h05 à ma montre et je pense que nous pourrions lancer, avec votre permission, notre réunion. Alors, l'un des objectifs dans les statuts de la Société africaine de pneumologie de langue française est de créer, de développer, surtout l'objectif 1, de créer, de développer, de favoriser des échanges entre divers praticiens s'occupant en Afrique d'activités liées à la pathologie respiratoire. J'ai cité l'objectif 1 de la Société africaine de pneumologie de langue française. Et pour cela, pour l'activité numéro 1, l'activité phare, il est question d'organiser des réunions scientifiques, des congrès, des conférences et des cours. Et ceci va se faire, entre autres, nous faisons déjà des congrès, mais ceci va également se faire par des formations médicales continues, comme par exemple un enseignement post-universitaire. Et c'est cela qui justifie justement la pertinence de cette réunion scientifique que nous avons voulu organiser et qui sera désormais mensuelle. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le groupe de travail fonction pulmonaire dirigé par le professeur Pefoura Yon, Eric, qui est également Donc, je disais tout à l'heure que nous allons avoir deux présentations ce soir. La première sera relative aux normes de fonction pulmonaire utilisées en Afrique subsaharienne par professeur Pefourayon. Et la deuxième présentation s'intéressera à la manière d'évaluer le déclin de la fonction respiratoire. Pour la fluidité de l'information, du message, je voudrais vous prier, ceux qui n'ont pas la parole, de bien vouloir éteindre leur micro pour qu'il n'y ait pas de grincement. Aussi, voudrais-je vous prier de bien vouloir ne pas allumer vos vidéos, ce qui va nous permettre d'avoir une connexion beaucoup plus fluide. Donc, sans plus tarder, je vais demander à professeur Pefourayon de bien vouloir prendre la parole pour nous délivrer son message sur les normes de fonction pulmonaire à utiliser en Afrique subsaharienne. Professeur Pefourayon, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Serge Adé. Merci pour la parole et je partage tout de suite mon écran pour vous permettre de suivre un peu le fil des idées que nous allons présenter et discuter avec vous aujourd'hui. Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien. Est-ce que c'est le cas? Nous vous entendons. Et vous êtes reçu 5 pour 5. Super, merci beaucoup. Alors, donc, je suis heureux qu'on m'ait confié de commencer le bal de ZPU de la nouvelle année
par cette thématique préparée par le groupe de travail sur la fonction pulmonaire de la Société africaine de pneumologie de langue française, notre très chère société, et dont je m'en vais présenter la thématique sur quelles normes de fonction pulmonaire utiliser en Afrique subsaharienne. Je me suis proposé un seul objectif, vraiment de discuter avec vous des normes de fonction pulmonaire applicables ou utilisables dans nos populations. Ça veut dire que ça ne sera pas certainement un monologue. Je vais juste planter le décor et puis certainement on va se partager la parole pour dire pourquoi nous devons choisir d'utiliser telle norme ou pas telle norme, telle autre norme. Donc, pour entamer dans la discussion avec vous, je propose un plan essentiellement en 4 points. Alors, ces 4 points sont entourés par une introduction et à la fin par des messages que je pense être des messages clés que nous devons avoir en mémoire quand nous parlons des normes de fonction respiratoire. Alors, ces 4 points sont lesquels? C'est l'expression des résultats des mesures, ce sont les facteurs expliquant la fonction pulmonaire chez les sujets sains, ce qui va nous amener au cœur de la discussion de ce jour. Est-ce que la race a une place dans le choix des normes spirométriques à utiliser? Race ou groupe ethnique, on peut l'appeler comme on veut. Alors, on a quelques difficultés parce qu'il y a toujours des gens qui ont leur micro ouvert, donc je serai obligé de circuler ici, essayer d'arrêter ces micros-là. Est-ce que tu pourrais me nommer co-animateur pour que je puisse éteindre au fur et à mesure? Alors, je le fais tout de suite. Alors, l'animation. Vous allez nous excuser, c'est parce que il y a plein de gens qui sont connectés et qui n'arrêtent pas leur micro. Alors, Serge, j'essaie de te donner la main. Laissez-moi trouver. Je ne suis pas sûr que je trouve ça facilement. Alors, Serge, je ne trouve pas ça facilement là où je dois te donner la main. Donc, du coup, j'espère que les gens vont arrêter leur micro et ça va me permettre de continuer tranquillement. D'accord, ok, continuons d'abord. Donc, je disais que après le point 2 sur les facteurs expliquant la fonction pulmonaire chez les sujets sains, ça va nous permettre d'aborder le cœur de cette discussion, c'est-à-dire le rôle de la race ou du groupe ethnique, on peut l'appeler comme on veut, dans le choix des normes respiratoires. Est-ce que le fait qu'on ait la peau noire nous oblige à avoir des équations, des normes de fonction respiratoire pour nous, ou alors est-ce que nous pouvons utiliser l'ensemble des normes qu'on peut appliquer dans d'autres populations? Ce sera ça le cœur de la discussion en ce qui concerne cette première thématique. Et puis, nous allons aborder en 4e point donc les normes qui nous semblent être adaptées pour la population africaine. Alors, avant de commencer donc avec le premier point, en pathologie respiratoire, on sait que les épreuves fonctionnelles respiratoires sont incontournables. C'est des examens quasi essentiels pour le diagnostic et le suivi de plusieurs affections respiratoires. Ça ne fait aucun doute et que tous les pneumologues utilisent cet outil-là au quotidien pour le suivi de leurs malades. Seulement jusqu'en 2012, on privilégiait l'ensemble des scientifiques, l'ensemble des médecins pneumologues et physiologistes respiratoires privilégiaient l'utilisation des normes locales. Ça veut dire des normes développées sur les populations proches des populations dans lesquelles on doit appliquer les normes respiratoires. Ceci jusqu'en 2012. Et à partir de 2012, donc, on se rend compte qu'on peut faire, on peut utiliser des normes plus internationales, plus robustes, pour pouvoir interpréter la fonction pulmonaire. C'est pour cela que depuis 2012,
avec la publication des résultats du Global Law Initiative, on a commencé à utiliser les équations entre guillemets dites internationales pour l'interprétation de la fonction pulmonaire. Alors, ces équations, parce que ce n'est pas une seule équation, hein, c'est pas une seule équation, ces équations du Global Law Initiative, donc publiées en 2012, et qui était parti au départ avec plus de 160 000 données individuelles provenant de plusieurs pays, à peu près 62 centres et 33 pays dans le monde. Et finalement, on a utilisé près de 40 000 données qui étaient des données consolidées, qui n'avaient pas d'erreur, pour construire les équations, dites donc les équations du Global Law Initiative, qui sont considérées comme les équations internationales. Mais vous allez comprendre pourquoi ces équations ne sont pas si internationales que ça. Parce que dans les équations du Global Law Initiative, il n'y avait pas de données provenant de l'Afrique subsaharienne. Pas du tout de données provenant de l'Afrique subsaharienne. Et donc la question c'est, est-ce que nos normes spirométriques sont comparables aux normes spirométriques des Noirs américains qui avaient vu leurs données être inclus dans les équations de la Global Law Initiative de 2012. Et nous aurons quelques tentatives de réponse dans la suite de cet exposé. Alors, nous entamons le point 1. Voici comment on exprime habituellement nos résultats. Alors, on ne va pas être super théorique ici, il faut qu'on se rapproche de la pratique des pneumologues de tous les jours. Voici comment nos résultats se présentent souvent. Alors, peut-être que mon impression n'est pas si claire que ça, mais à peu près, voici comment se présente une feuille d'exploration fonctionnelle respiratoire que nous obtenons après avoir fait une spirométrie à nos malades. Donc ici, là, c'est une courbe début-volume. Ce malade ici, voici ce que le malade avait fait. Ça, c'est ce qui est supposé être ses normes, ce qui passe là. Je ne sais pas si ma souris est visible, j'espère. Et de l'autre côté, c'est la courbe volume-temps. Alors, je montrais cet extrait d'une spirométrie d'un malade pour vous montrer comment on exprime les résultats. Bien sûr, il y a ici les valeurs obtenues par les malades. Ici, là, on a mis pré, donc, avant la bronchodilatation, et les résultats obtenus par le malade après la bronchodilatation, ici, on a mis post. Donc, ça, ce sont les valeurs absolues. Mais en dehors de ces valeurs absolues-là, il y a des valeurs théoriques ou des valeurs dites prédites. Alors, ces valeurs-là sont ici, les valeurs de référence. Et à partir donc des valeurs mesurées chez le malade et des valeurs prédites, on peut donc calculer le pourcentage attendu pour ces malades-là. Ça veut dire quoi? Si la valeur obtenue chez le malade pour n'importe quelle valeur spirométrique ou de la fonction respiratoire, c'est 2, et que la valeur théorique attendue chez ces malades-là, c'est 2, on va faire 2 sur 2, ça va lui donner 100%. Ça veut dire la valeur prédite pour ces malades-là, c'est 100%. C'est 100% de la valeur prédite ou de la valeur théorique. On l'appelle invariablement pourcentage de la prédite ou pourcentage de la théorique. Okay. En dehors de ça, il y a 3 autres éléments fondamentaux qu'on doit voir sur un rendu d'examen fonctionnel respiratoire par ces temps modernes. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la limite inférieure de la normale et de la limite supérieure de la normale. Ces limites inférieures et limites supérieures, ce sont donc les limites qui encadrent les zones de normalité, pour chaque malade donné. Ok, ces limites inférieures et limites supérieures ont été dérivées comment? Ces limites inférieures et supérieures ont été dérivées grâce à un indice que nous connaissons tous à partir de la 2e année de médecine qu'on appelle le Z-score. Qu'est-ce que le Z-score? Le Z-score, en fait, standardise la... Alors, je suis obligé de m'arrêter encore un tout petit peu. Professeur, je t'ai passé la main là pour la régulation aussi. Est-ce que tu peux couper le micro Je n'ai pas eu. Ah, si, j'ai validé. Je n'ai pas eu. Alors, j'ai approuvé.
il faut me redonner, je vais voir. Là, j'ai approuvé tout de suite, c'est bon? Non, toujours pas. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ouais, nous prions vraiment ceux qui se connaissent de couper leur micro, s'il vous plaît. Nous vous prions de couper le micro. Alors, j'étais donc en train de parler du Z-score. Comment on dérive les limites inférieures et supérieures de la normale? C'est à partir d'un indice qu'on appelle le Z-score qui est donc utilisé en statistique. Le Z-score, c'est quoi? C'est une sorte de standardisation des valeurs qu'on obtient chez un malade. Ce n'est pas seulement dans la fonction pulmonaire qu'on utilise le Z-score. Vous vous rappelez très bien de nos stages de pédiatrie, on utilisait déjà la projection de Z-score pour le poids des enfants, pour savoir s'ils avaient un poids supposé normal ou pas. Alors, c'est le même Z-score qu'on applique ici, simplement on ramène ça aux valeurs de la fonction pulmonaire, aux valeurs spirométriques ou alors au volume non mobilisable de la fonction pulmonaire. Ce Z-score s'exprime par quoi? C'est très important, hein, c'est pas très mathématique. Ce Z-score est exprimé comment? Est exprimé donc en prenant la valeur chez le malade, c'est X, moins la moyenne, mu, qu'on divise par les cas types. Alors, quand on fait cela, on dit qu'on a fait une standardisation ou une normalisation Z-score. Ça veut dire que ça permet de ramener les valeurs de tout le monde à des valeurs sans unité, et donc ça permet de comparer les valeurs chez des individus différents ou chez le même individu dans le temps. Alors, le Z-score signifie quoi? Ça, c'est une courbe qu'on appelle la courbe de Gauss. C'est une courbe normale. Donc, ici, au milieu, on a la valeur moyenne de la population. Si vous prenez le VMS, ça veut dire qu'on a la valeur moyenne du VMS qui est ici, là où on a mis, qui est tout au milieu. Et au-dessus, c'est Z-score égal à 0. Ça veut dire que si on mesure votre VMS et que votre VMS est exactement comme la valeur prédite, ça va vous donner un Z-score à 0. Ça veut dire que vous n'avez aucune déviation par rapport à la moyenne. Maintenant, quand vous avez une déviation par rapport à la moyenne, la déviation peut être en sus ou en moins. Quand vous avez une déviation en sus, par exemple, si vous avez votre moyenne plus un écart type, alors vous aurez plus un Z-score. Vous aurez plus un Z-score. Ça veut dire que votre valeur normalisée s'écarte de la valeur moyenne de 1 en plus. Maintenant, si c'est en deçà, ça veut dire que votre valeur est moindre par rapport à la valeur moyenne standardisée de moins 1. Je pense que je suis assez clair sur la problématique du Z-score parce que c'est fondamental pour la suite de l'exposé. Alors, vous voyez que la plupart des malades, 64% des malades ont entre, des sujets, pas des malades, 64% des sujets sains issus d'une population, donc, auront entre moins 1 et plus 1 Z-score. Ils sont 64%. Et si vous allez à 1,96 Z-score plus 1,96 Z-score qui se trouve ici, et moins 1,96 Z-score, on va trouver que 90% de la population est incluse là-dedans. Donc la limite inférieure à la normale s'arrête ici. Tous ceux qui sont ici sont inférieurs à la normale à partir de la petite partie bleue ici. Tous ceux qui sont inférieurs donc à 1,64 Z-score sont considérés comme étant anormaux. Ils n'atteignent pas la limite inférieure de la normale. Et de la même chose ici, quand ils dépassent 1,64 Z-score, on dit qu'ils dépassent la limite supérieure de la normale. Donc, dans cet intervalle, 1,64 plus 1,64 moins 1,64, ou alors moins 1,64 plus 1,64 Z-score, on trouve donc 90% de la population. Et quand vous vous écartez de la norme de 90% de la population, on considère que vous êtes anormal pour les EFR ou d'ailleurs pour d'autres mesures quantitatives. Alors, après le Z-score, donc, je pense qu'on a donc compris comment on exprime le Z-score. Ici, pour une courbe dite normale, la fameuse courbe de Gauss en cloche. Maintenant, vous pouvez ne pas avoir une courbe en cloche. Ça arrive quand vous prenez la représentation du VMS en partant des enfants aux sujets les plus âgés, mais cette représentation ne suit pas une courbe normale. Comme elle ne suit pas une courbe normale, il faut donc trouver d'autres méthodes de modélisation pour avoir des Z-scores valides et valables. Alors, en ce qui concerne la fonction respiratoire, voici donc la façon dont on calcule les Z-scores avec ces courbes qui sont asymétriques, c'est-à-dire qui ne sont pas du tout centrées comme la courbe de Gauss que je viens de vous montrer. Et donc, c'est une formule mathématique que vous n'avez pas besoin de retenir parce que les logiciels font ces calculs pour nous. Et donc, vous voyez que le Z-score exprimé, il y a toujours
la mesure du malade, c'est measure. Il y a toujours la valeur prédite ici qui est M, qui est la moyenne ou la médiane. Et puis, il y a les déviations. Ça, le L, le S, c'est la déviation par rapport à une courbe qui serait une courbe normale. Donc, cela va permettre donc d'avoir le Z-score. C'est ce que les équations du GLI ont fait. Ils ont appliqué cette méthode mathématique statistique pour dériver donc le Z-score pour ces variables quantitatives statistiques qui n'étaient pas normalement distribuées. Alors, il y a un truc qui m'empêche de voir le titre de... Maintenant, on passe à la deuxième partie de notre exposé, de notre discussion. Cette deuxième partie porte sur les facteurs qui expliquent la fonction pulmonaire. Donc, on se base sur quoi pour dire on doit utiliser l'âge, la taille, ainsi de suite. Alors, il n'y a pas 1 milliard d'éléments qui expliquent la fonction pulmonaire. Ça veut dire pour tous les indices de la fonction pulmonaire, que ce soit les indices spirométriques ou les valeurs, des volumes pulmonaires statiques, non mobilisables, il n'y a pas 1 milliard de choses. Alors, ce qu'on a compris et on a constaté au fil des siècles d'études de la physiologie respiratoire, c'est que la fonction pulmonaire chez les hommes et la fonction pulmonaire chez les femmes sont différentes. Globalement, les valeurs spirométriques sont toujours plus élevées chez les hommes comparées aux dames. Alors, il y a encore des gens avec le micro ouvert et les enfants tout à côté. Donc, je disais, la fonction pulmonaire est différente chez les hommes et chez les femmes. Les valeurs spirométriques et plusieurs valeurs dont des volumes statiques sont plus élevés chez les hommes comparés aux femmes. Donc, le premier facteur qui influence, c'est le sexe. Donc, c'est pour cela qu'on ne mélange pas les normes respiratoires chez les hommes et chez les femmes. La plupart des équations sont donc développées différemment chez les hommes et chez les femmes. Puis vient un deuxième facteur qui semble être donc l'un des facteurs les plus importants en dehors du sexe. C'est l'âge. Alors, je vous ai montré ici des équations. Il y a les équations qui ont été développées dans la population camerounaise dans une étude, je pense que nous avons publiée en 2021, où nous voyons très bien ici là, la courbe qui semble être rouge là. La courbe rouge, c'est la courbe de la fonction pulmonaire chez les Camerounais, c'est-à-dire les Noirs d'Afrique subsaharienne, principalement les Bantous, les Peuls et les Soudano-Sahéliens. Ce sont ces groupes ethniques qui composaient les sujets de base pour prédire ou pour développer ces équations. Puis, tout à côté, vous avez les normes noires américaines du Global Lung Initiative, donc des équations internationales du GLI de 2012. C'est la courbe en vert. Et puis, ici, il y a une courbe, ici, là, en violet. C'est la courbe des Nigériens, ici, là, donc, il y a une population proche de la population camerounaise. C'est une population noire d'Afrique subsaharienne. Alors, quand on voit donc ces courbes, on voit qu'on quitte ici de 4 ans jusqu'à près de 89 ans, et que pour tous ces éléments en dehors de la courbe nigérienne qui ne prenaient pas les enfants, on voit très bien que le VMS, et ici là on a représenté le VMS, oui, chez les hommes et les femmes, le VMS augmente progressivement, en pente raide, donc très rapidement durant l'enfance, puis l'adolescence, et à l'adolescence, après 25 ans, le VMS commence à s'abaisser progressivement là, progressivement, jusqu'à 89 ans, 90, 100 ans. Alors, donc c'est ces relations qui lient la quasi-totalité des valeurs des indices pyrométriques par rapport à l'âge. Vous savez qu'il y a les indices pyrométriques qui sont plus importants que d'autres. Donc ici, là, nous allons souvent parler du VMS parce que c'est un indice fondamental. Donc cet indice-là augmente en pente raide durant l'enfance jusqu'à l'adolescence, puis baisse progressivement de l'adolescence ou vers 25 ans jusqu'à l'âge adulte, ça continue à baisser progressivement. Et puis vient un troisième élément fondamental qui explique la fonction, c'est la taille.
Alors, je n'ai pas projeté ici, là, la relation entre la fonction pulmonaire et la taille, mais ça suit à peu près ce que dit l'âge. Il y a une augmentation de la valeur des indices spirométriques, des indices de la fonction pulmonaire en fonction de la taille. Donc, plus la taille est grande, plus le VMS, la capacité vitale, seront également grandes. Il y a un autre élément, le poids. Alors, quand on développe les normes spirométriques, les normes de la fonction pulmonaire, tout court, on élimine en général, on exclut en général les sujets qui ont un poids important ou alors qui ont un poids moins important. Ça veut dire qu'on doit tenir compte de l'indice de masse corporelle. Quand vous avez un indice de masse corporelle supérieur à 30 kg par mètre carré, on ne vous inclut pas du tout dans les équations de développement des normes respiratoires parce qu'on a constaté que l'augmentation du poids entraînait la diminution ou la variation de plusieurs indices de la fonction respiratoire. La même chose de l'autre côté. Quand vous avez un indice de masse corporelle inférieur à 18,5 kg par mètre carré, c'est-à-dire que vous êtes en dénutrition, on ne vous admet pas dans des équations spirométriques. Donc, et puis maintenant vient l'histoire de la race ou du groupe ethnique. Qu'en est-il effectivement? Quelle est l'association, le lien qui existe entre les normes de la fonction respiratoire, entre les indices de la fonction respiratoire et la race ou le groupe ethnique? Alors, j'ai donc trouvé ce vieux papier qui date donc de 1996, publié dans Annals of Internal Medicine, et qui discutait de la médicalisation de la race. Et dans ce papier, il est clair que la race est une construction socio-politique, ou alors tout court, une construction sociale. Que le fait de dire que les êtres humains doivent être classés dans 3 ou 6 groupes raciaux n'a aucune base scientifique. Comment donc on a pu commencer à développer les normes de la fonction respiratoire en disant que il fallait qu'on développe les normes de la fonction respiratoire pour les Noirs, les Asiatiques, les Caucasiens, et ainsi de suite. Non, c'est parti d'un simple constat sur le développement des équations spirométriques qui a été fait initialement, je pense, par Hutchinson il y a plus de 100 ans déjà, et qui, dans la population américaine, avait constaté du premier coup que les Noirs avaient des fonctions respiratoires moins importantes que les Blancs ou les Caucasiens. Ils n'avaient pas tenu compte du fait que les Noirs qui étaient aux États-Unis à l'époque travaillaient dans de très mauvaises conditions et qu'ils avaient un très bas niveau socio-économique par rapport à ceux qui étaient de peau blanche, à ceux qui étaient de peau blanche. Et donc, à partir de cet instant, toutes les équations ont pratiquement été développées en tenant compte de la couleur de la peau. Alors, quand il n'y avait pas de possibilité d'avoir des équations qui tenaient compte de la couleur de la peau, on faisait quoi? On disait que les Noirs avaient 15% de fonctions respiratoires moindres par rapport aux Caucasiens. Ok. On va donc continuer avec le rôle de la race et de l'ethnie. On vient donc de voir que la race est une construction sociopolitique ou tout court une construction socio-culturelle où on nous met dans des cases en fonction de la couleur de notre peau et qu'il n'y a pas donc de base scientifique, il n'y a pas de base génétique pour dire qu'un caucasien est différent d'un asiatique, etc. Et surtout, il n'y a pas d'études sur, c'est pas la background, c'est le background, excusez-moi, il n'y a pas d'études sur le background génétique et la fonction pulmonaire. Alors, j'ai passé près d'une semaine à fouiller dans les bases de données scientifiques pour savoir si je pouvais tomber sur un article sur le background génétique et la fonction pulmonaire. Je suis tombé sur quelques articles, mais ces articles-là faisaient toujours référence à une autre maladie où on intégrait la fonction pulmonaire, par exemple le diabète, et la baisse de la fonction pulmonaire en fonction de l'existence de certains backgrounds génétiques. Donc, du coup, les études de la fonction pulmonaire normative ne tenaient pas également compte des données socio-économiques. Ça veut dire que quand
nous avons étudié la fonction respiratoire chez les habitants du Cameroun. Nous n'avons pas incorporé le niveau socio-économique dans nos équations. Pourtant, on sait très bien que plus on a un niveau socio-économique élevé, plus la fonction respiratoire tend aussi à être plus élevée. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que ce n'est pas l'interaction entre l'environnement, le background génétique et la fonction pulmonaire qui déterminerait, entre guillemets, cette expression raciale de la fonction pulmonaire, c'est-à-dire la différence qu'on trouve entre les races en ce qui concerne la fonction pulmonaire? Est-ce que ce n'est pas finalement l'interaction entre l'environnement, peut-être le background génétique, pour déterminer ces fonctions respiratoires que nous voyons maintenant et que nous n'avons pas encore cherché quel est le véritable substratum de différence entre la fonction pulmonaire dans les différents groupes ethniques ou raciaux. Alors, ça c'est une excellente étude qui a été réalisée dans la population chinoise et publiée tout récemment, c'est-à-dire en 2021. Et cette étude montre quoi? Cette étude montre ici la relation entre la capacité vitale forcée et le niveau de vie des populations dans la population chinoise mesurée par le PIB par tête d'habitant. Alors, donc, le produit intérieur brut par tête d'habitant. On voit très bien que sur toutes ces courbes-là, que ce soit en zone urbaine, en zone rurale, chez les filles et les garçons, ces courbes-là ont une forme en U. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capacité vitale forcée diminue progressivement quand le PIB augmente un tout petit peu jusqu'à atteindre un minimum, puis commence à augmenter progressivement et atteindre également un maximum. Ça veut dire que c'est une relation complexe entre le niveau d'enrichissement et la fonction pulmonaire. Mais ceci a été mesuré au niveau de la population. Ça n'a pas été mesuré au niveau individuel. Ça veut dire qu'on a pris les moyens de groupes d'individus et puis on a essayé de voir quelle était la relation donc entre l'enrichissement dans la région et l'évolution de la fonction pulmonaire. Je pense qu'ils ont pris les fonctions pulmonaires de 1964 jusqu'à une date très récente pour pouvoir faire ces modélisations. Donc, la relation est quand même complexe. C'est une relation complexe parce que vous voyez que c'est une forme à nu ou à une diminution jusqu'à un minimum, puis une augmentation également en fonction du niveau d'enrichissement. OK. Nous continuons donc avec le rôle de la race et de l'ethnie. Le rôle de la race et de l'ethnie. Et cet extrait vient également de l'article du GLI, du Global Law Initiative de 2012, où ils ont comparé les autres populations par rapport à la population caucasienne. Et donc, on a l'indice pyrométrique VMS ici, on a l'indice pyrométrique capacité vitale forcée ici. Alors, il y a quelque chose. J'espère que vous voyez bien ma souris. Et puis, il y a le rapport VMS sur capacité vitale forcée ici et le débit expiratoire médian entre 25 et 75% de la capacité vitale. Alors, on va s'attarder sur le VMS, le volume expiratoire maximal à la première seconde. Par exemple, ici, chez les femmes, on voit que les Noirs américains ont un VMS de 13,8% moindre que les Caucasiens. Ceux qui vivent au nord-est asiatique ont moins 0,7 et ceux qui vivent au sud, qui vivent dans le sud-est asiatique ont moins 13%, un peu comparable à ce qui se passe chez les Noirs américains. Et c'est à peu près la même chose chez les hommes. Donc, dans ces équations-là, la population noire a des fonctions pulmonaires moindres, autour de 13 à 15% en fonction de l'indice, moindre que la population caucasienne. C'est quelque chose qui avait déjà été décrit depuis longtemps. Alors, donc, on va continuer et
Ici, je remets la comparaison entre les équations spirométriques qui ont été développées sur les habitants du Cameroun, comparé à ce qu'a fait le GLI. Et on voit très bien, comme je disais, que la norme camerounaise, c'est la norme représentée en rouge. C'est ce qu'on appelait ici CLF. La norme du Global Initiative pour les Noirs américains, c'est représenté en courbe verte. Et on voit que chez les enfants, ce qui se passe, c'est que les courbes là sont comparables. C'est à peu près la même chose. Jusqu'à un certain âge, ça doit être ici là vers 13-14 ans, où les courbes commencent à se séparer et la courbe des Noirs américains passe au-dessus. La courbe des Noirs américains, qui est ici en vert, passe au-dessus de la courbe camerounaise là, qui est en rouge. Et puis, à l'âge adulte, ça devient évident. Ici, les Noirs américains ont une fonction pulmonaire. Ici, c'est le VMS. Plus le VMS plus important que la population camerounaise. Ici, vous voyez, c'est les GLI autres. Dans autres, ils ont mis tout le monde et ils ont développé une équation. Alors, les caucasiens passent encore au-dessus comme ceci. Les caucasiens passent au-dessus comme ceci. Donc, voilà. Ici également, un article très intéressant qui a essayé donc de prendre les mesures de la fonction pulmonaire chez les enfants africains. Il y avait les enfants de la Tanzanie, de Madagascar, de la République démocratique du Congo. Et ils ont essayé donc de prendre les fonctions chez les enfants qui étaient supposés être sains. Ça veut dire une population où on peut dériver les équations spirométriques. Et dans chaque pays, il y avait au moins 150 garçons et 150 filles qui étaient inclus dans cette étude. Alors, ils ont constaté, vous voyez ici la dispersion, c'est-à-dire le nuage de points. Donc, la dispersion de points, ici c'est l'âge, ici c'est le Z-score, en utilisant l'équation du GLI pour ces enfants-là. On trouve que le Z-score, vous allez voir, c'est pas très loin de moins 1,64 Z-score et plus 1,64 Z-score. Pratiquement tout le monde se trouve là où les points sont agglomérés. Et donc, il y a quelques enfants qui sortent de ce lot. Et leur conclusion, c'était quoi? C'est que les équations du Global Long Initiative pour les enfants, pour les Noirs américains, les enfants noirs américains, ces équations peuvent être utilisées dans la population noire africaine parce que ces équations ne s'éloignent pas des normes de la population noire africaine. Alors, c'est toujours la même explication ici en mettant un résumé. Alors, je vais essayer de monter ma barre vers le sommet maintenant. C'est monté. Et pour résumer donc ce que je viens de dire, c'est que si on applique les équations du Global Long Initiative pour les Noirs américains, on aura les prédictions similaires chez les enfants. Mais dès que vous abordez la deuxième partie de l'adolescence, on ne peut plus dire que c'est exactement les mêmes prédictions. Les courbes dérivées des populations noires vivant en Afrique sont inférieures aux courbes dérivées chez les Noirs américains. Alors, ça c'est un article, vous voyez, qui date de 1991 dans la population adulte nigérienne, c'est-à-dire c'est une population proche du Cameroun, proche du Bénin, voilà, une population ouest-africaine. Dans cette population ouest-africaine, on a constaté que les volumes pulmonaires, même le volume pulmonaire statique, étaient déjà inférieurs au volume pulmonaire statique des caucasiens. Donc, une fois de plus, apparemment, la peau noire n'a pas la même fonction pulmonaire que la peau blanche, surtout chez les adultes, également chez les adolescents. Voilà. Alors, donc vous voyez que si on utilise la comparaison entre les équations développées en Afrique, les équations du Global Long Initiative, on voit qu'il y a une différence de fonction pulmonaire en fonction des races. La question qui se pose maintenant, la véritable d'ailleurs, c'est si on se trompait et que si c'est simplement l'environnement où on vit qui faisait en sorte qu'on ait des fonctions respiratoires plus élevées, ou alors
est-ce que nous utilisons les mauvais indices de prédiction? Et l'un de ces mauvais indices-là, c'est la taille. Est-ce qu'on ne devrait pas utiliser plutôt la taille du tronc au lieu d'utiliser la taille globale? Il y a des études qui montrent que quand on utilise la taille du tronc, il y a déjà une baisse de la variation de la fonction pulmonaire entre les races. Mais la variation persiste. Ça veut dire qu'il y a d'autres éléments qui ne sont pas pris en compte dans la prédiction de la norme de la fonction ou des normes de la fonction pulmonaire. Et maintenant, si on se disait on va faire une seule équation, et les gens ils sont penchés sur cette affaire-là, et depuis 2 ans, d'ailleurs, et ça s'est accéléré depuis la dernière année, vous voyez cette publication qui date de 2023, et qui pose la question Spirometry in 2022 is a single set of prediction equations for all the best path forward. Est-ce qu'on doit utiliser un seul set d'équations chez les blancs, chez les noirs, chez les asiatiques pour prédire la fonction pulmonaire? Et donc, pour cela, donc, ils se sont lancés, certains auteurs se sont lancés dans cette équation unique. Dans cette équation unique. Et ils ont donc développé ce qu'on a appelé race ou race neutrale. Donc, une équation neutre de la race, donc qui se départit de l'effet de la race. La vérité, c'est que cette équation n'est pas vraiment une équation qui se départit de la race, mais c'est une équation composite de toutes les races qui existaient dans la base, qui a permis le développement des équations du Global Long Initiative. Alors, il y a toujours les gens qui ont des micros ouverts, là, c'est tellement désagréable. Les gens rentrent dans un Zoom et ils oublient qu'ils sont avec les autres. Alors, je cherche encore l'endroit pour... Malheureusement, j'ai c'est pas déstabilisant, excusez-moi. Oui. Malheureusement, j'ai pas la main. Oui, c'est bon. Alors, je vais trouver un moyen de couper encore. Oui, là, j'ai réussi. OK. Très bien. Excusez-nous. Donc, alors, je disais qu'on tente de développer une équation qui se départit du problème de la race. Et pour le faire, il y a quelques études qui ont été menées pour savoir est-ce que la façon dont nous utilisons les équations spirométriques actuellement ont une influence sur les comorbidités présentées par les sujets noirs. Alors, je vais me concentrer sur les sujets noirs. OK, donc il y a cette première étude publiée en 2022 et vous voyez que dans cette étude-là, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les hispaniques, il y a les asiatiques. Donc, c'est aux États-Unis qu'on trouve cette étude de population mixée où on peut faire des comparaisons. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans ces comparaisons-là? Que le fait d'utiliser les équations spécifiques aux noirs, aux asiatiques, ici là nous parlons des noirs, n'a aucune influence sur la façon dont se présentent les maladies respiratoires chroniques et d'ailleurs la mortalité globale. Encore plus, une autre étude qui vient enfoncer le clou. En utilisant les équations globales, dans cet article, on a prouvé que les noirs avaient beaucoup plus de symptômes respiratoires, en particulier l'essoufflement, quand l'équation globale leur a été appliquée. Ça veut dire une équation race composite qui prend toutes les races et fait un seul set d'équations. Donc, on a constaté qu'ils avaient beaucoup plus d'essoufflement et que le taux de mortalité était élevé dans ce sous-groupe qui avait quoi? Qui avait des fonctions moindres que la fonction déterminée par l'équation globale et supérieure à la fonction déterminée par leur équation spécifique. J'espère que je me fais comprendre. Ça veut dire les personnes qui étaient dans la zone grise, qui avaient des fonctions inférieures à la fonction déterminée par l'équation globale, donc l'équation qui se départit du problème de race, est supérieure à la fonction dictée par leur équation spécifique. Ici, c'est l'équation de la race américaine, noire américaine. On a constaté que ceux-là, donc, ils avaient une fonction pulmonaire, ils avaient
des symptômes respiratoires plus importants, en particulier la dyspnée, mais aussi qu'ils avaient un taux de mortalité plus élevé. Comme quoi, utiliser l'équation spécifique ne permettait pas de prédire complètement ce qui va se passer dans ces races-là. Et que donc, l'équation nord-américaine n'est pas du tout adaptée. Alors, je vous assure, c'est une seule étude et on ne peut pas se baser sur une seule étude pour tirer toutes les conclusions et dire qu'on va maintenant utiliser les équations globalisées. Alors, donc, nous allons continuer pour terminer. Monsieur le modérateur, j'espère que j'ai tenu un peu dans le temps. Donc, pour terminer, avec quelques messages. Vous avez presque tenu dans le temps. Avec des messages clés. Des messages clés. C'est quoi? C'est qu'il y a nécessité d'obtention des valeurs normales de la fonction pulmonaire dans une large population noire africaine. Dites ça. Il faut que nous développons, il faut que nous mesurons la fonction pulmonaire chez les personnes qui sont normales, afin donc d'avoir une base de données large qui permettra de savoir est-ce que déjà nos données sont différentes des données des Noirs américains et si nous tenons compte du niveau socio-économique, est-ce qu'on ne va pas vraiment annuler cette affaire de la race? Mais je pense que pour atteindre cet objectif, nous devons nous mettre au travail. Et à la Société africaine de pneumologie de langue française, nous sommes en train de nous exciter pour essayer de mettre ça en place. Alors, maintenant, chez les enfants, les normes chez les enfants sont similaires à celles des enfants noirs américains. Les normes chez les enfants de chez nous sont similaires à celles des enfants noirs américains. Mais les enfants noirs américains ont des normes inférieures aux normes caucasiennes. Voilà. Et puis, troisième message clé, en Afrique subsaharienne, les données manquent énormément pour les volumes statiques. Vous avez vu, j'ai présenté quelques éléments de volume statique. C'est les 16 études que j'ai pratiquement trouvées en Afrique, surtout l'étude nigérienne, qui date déjà de très longtemps. Et maintenant, avec l'arrivée des plétismographes en Afrique, nous devons faire mieux. Donc, pour le moment, est-ce que nous devons utiliser les équations globalisées? Non, il n'est pas encore temps de dire que nous devons utiliser les équations combinées. Mais pour ma part, je pense que nous devons mettre ces deux équations en exergue dans l'interprétation de nos fonctions respiratoires, qu'on dise, voici les résultats obtenus avec l'équation globalisée et voici les résultats obtenus avec l'équation spécifique de la population noire, même si c'est celle de la population noire américaine que nous utilisons parce que c'est la meilleure équation que nous pouvons utiliser maintenant. Je ne peux pas dire qu'on va utiliser l'équation camerounaise au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Non, il faut que nous validons cette équation dans d'autres populations pour savoir si les données sont robustes pour nous permettre donc d'utiliser ces équations dans notre environnement. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je pense que je suis arrivé au terme de cette première partie d'exposé qui n'est qu'une entame de discussion avec tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci, professeur Pefoura Youn, pour cette brillante communication. J'aperçois parmi les participants la présence du principal modérateur, notre maître professeur Boko, que je voudrais prier de bien vouloir prendre la parole pour un petit mot. Merci, cher maître. Merci, bonsoir à tous, à toutes et à tous. Je voudrais avant tout m'excuser. J'étais parti faire une petite course et puis je me suis rendu compte que l'embouteillage était monstrueux, donc je ne pouvais pas arriver à l'heure. Et donc, vraiment, je m'excuse. J'ai pris en cours la conférence du président de la SAPLF et j'avoue que je voudrais le féliciter parce que c'est vraiment riche et moi, j'ai beaucoup appris. En tout cas, merci. Je voudrais saluer tous ceux qui sont connectés. Je pense que c'est un succès parce que déjà, je vois plus de 73 personnes qui sont connectées. Donc, je salue tout le monde. Et puis, voilà, c'est une très bonne initiative pour qu'on voie un peu les données en Afrique et puis voir comment ça va nous pousser à faire des études parce que les données manquent dans la sous-région, surtout pour la SAPL. Alors, monsieur le modérateur, mon collaborateur, je pense que vous avez décidé d'aller jusqu'à la fin
et puis poser des questions, ou bien on pose des questions en même temps. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez décidé dès le départ. Merci, cher maître. On n'avait pas encore décidé de quelque chose, mais je pense que la meilleure chose à faire est de faire passer les deux communications et maintenant, par la suite, de prendre les différentes questions et de répondre aux questions. Merci. D'accord. Donc, c'est bon, on va donc continuer. Et il y a la deuxième conférence. Je peux me permettre de présenter la conférencier. Bien sûr, cher maître. Voilà. Donc, la deuxième conférence sera animée par le docteur Poka Mayap de Yaoundé. Et le thème de sa conférence, c'est comment évaluer le déclin de la fonction respiratoire. Alors, je ne sais pas combien de temps, mais je crois que c'est 30 minutes, si je n'abuse. Elle a 30 minutes pour nous présenter le contenu de sa conférence. Est-ce que Dr Poka est connecté? Nous vous attendons, nous vous donnons la parole. Oui, cher maître, je suis connectée. Voilà, donc, bonsoir à tous, bonsoir, cher maître. Je vais donc partager mon écran pour pouvoir partager ma présentation, ma communication. D'accord. Ah. Désolée. Voilà. Vous avez mon écran, s'il vous plaît? Nous l'avons. C'est bon, c'est bon. Oui. On voit très bien, mais peut-être qu'il faut mettre en mode diaporama. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est en pause. Voilà. Voilà. Vous avez mon écran, s'il vous plaît? Oui, ça va maintenant. C'est parfait. Voilà. Merci à tous. Bonsoir, chers maîtres. Bonsoir, chers aînés, chers collègues. Je remercie tout d'abord la Société africaine de pneumologie de langue française de me donner l'opportunité de faire cette présentation dans le cadre de l'EPU sur l'interprétation de la fonction pulmonaire qui porte sur l'évaluation du déclin de la fonction respiratoire. Donc, nos objectifs sont triples. Il s'agit premièrement de définir le déclin de la fonction respiratoire, par la suite de caractériser les principaux paramètres d'évaluation de la fonction du déclin de la fonction respiratoire et enfin d'énoncer les nouvelles recommandations pour l'évaluation du déclin de la fonction respiratoire. Pour ce faire, nous allons suivre l'agenda suivant. Après une petite introduction, nous parlerons un tout petit peu des généralités. Nous rentrons proprement dit dans l'évaluation du déclin de la fonction respiratoire. Et ensuite, nous parlerons de l'actualité dans l'évaluation du déclin de la fonction respiratoire et nous conclurons. La fonction respiratoire est le reflet des propriétés physiologiques du poumon, à savoir principalement la mécanique ventilatoire, les volumes pulmonaires et le transfert des gaz. Il est possible, la fonction respiratoire est susceptible de varier au fil du temps, ceci de manière physiologique ou non. Et donc, l'évaluation ou alors la mesure de la fonction respiratoire est indispensable, non seulement pour le diagnostic des maladies respiratoires chroniques non infectieuses, pour expliquer le mécanisme de la dyspnée, pour le suivi de la progression et de la réponse thérapeutique dans certaines maladies. Qu'est-ce que c'est que donc le déclin de la fonction respiratoire? Il s'agit de toute anomalie d'ordre péjoratif, la dégradation ou alors l'altération dans le temps des paramètres de mesure de la fonction respiratoire. Et donc, en guise de rappel, il faut dire ici qu'il existe des variations intra-individuelles et inter-individuelles de la fonction respiratoire. En ce qui concerne les variations intra-individuelles, la fonction respiratoire suit une trajectoire bien définie de la naissance jusqu'au 3e âge. Et ainsi, chez le même individu, on a 3 principales phases, la phase de croissance, la phase de plateau et la phase de déclin.
La première phase, qui est la phase de croissance, c'est celle-là où la fonction pulmonaire croît au fur et à mesure que les poumons maturent et se développent. Cette phase de croissance est encore plus importante à la période de la puberté et culmine aux alentours de entre 25 et 30 ans et est encore plus précoce chez la femme comparée à l'homme. La seconde phase, qui est la phase de plateau, c'est celle-ci qui survient entre 20 et environ 50 ans et la fonction respiratoire reste stable durant cette période et c'est à partir de 50 ans qu'on assiste à une dégradation ou encore un déclin de cette fonction respiratoire et elle semble diminuer selon les études de 25 à 30 millilitres par an. Alors, il existe de nombreux facteurs qui peuvent altérer la trajectoire normale de l'une ou des phases de la fonction respiratoire et celles-ci vont entraîner des gammes de trajectoires de fonction pulmonaire Docteur, qui s'il vous plaît. pourraient... Oui, Il y a un participant qui souhaiterait que vous augmentiez le volume de votre... Oui, voilà. d'accord, je vais le faire. Merci. Et donc, je disais qu'il existe plusieurs facteurs qui déterminent la fonction, la trajectoire de la fonction respiratoire au cours du temps. Et celles-ci auront des conséquences cliniques importantes. Il s'agit principalement dès la naissance de tous les facteurs, avant même la naissance de tous les facteurs génétiques. Et pendant la grossesse, le tabagisme maternel ou encore la dénutrition peut affecter la croissance pulmonaire et engendrer une croissance pulmonaire anormale. Par la suite, du point de vue constitutionnel, les enfants qui naissent avec un retard de croissance intra-utérin, la prématurité, une dysplasie bronchopulmonaire présenteront certainement une altération de leur physiologique de leur fonction respiratoire. Du point de vue environnemental, tout ce qui est pollution, les infections respiratoires basses, le tabagisme à l'adolescence sont des facteurs qu'il faut citer. Et enfin, il a été décrit que l'asthme est également un des facteurs de risque de l'altération de la fonction respiratoire à l'âge adulte. Par ailleurs, en ce qui concerne toutes les variations qui sont d'ordre interindividuel, en dehors des autres facteurs qui ont été bien détaillés par mon prédécesseur, à savoir le sexe, le poids, il existe ce qu'on appelle la tendance séculaire de la fonction respiratoire ou encore le changement séculaire. Ici, ça désigne un changement qui est unidirectionnel, c'est-à-dire une tendance à augmenter de manière continuelle au fil du temps de la fonction respiratoire. Ceci s'explique principalement par, du point de vue physiologique par le fait qu'il a été constaté au fil des années qu'il existe une augmentation de la taille des individus qui varie de 10 à 30 mm par décennie. Et cette augmentation de taille semble être le facteur qui fait en sorte que entre deux générations, espacées de 10 ans, on peut avoir une modification, une augmentation significative de la fonction respiratoire. La tendance séculaire est médiée par l'amélioration du niveau socio-économique tel que le professeur Péfour l'a bien détaillé tout à l'heure, qui prendra en compte l'éducation, la profession, l'alimentation et même l'hygiène, qui fait en sorte que les patients sont mieux aguerris, se prennent mieux en charge et ont donc ce niveau socio-économique plus important qui favorise donc une fonction respiratoire plus élevée. Alors, la question, au vu de toutes ces variations de la fonction respiratoire dans le temps, la question qui se pose, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on va identifier les individus qui ont une trajectoire de la fonction respiratoire anormale. Pour ce faire, il faut différencier deux principales phases, la phase de croissance et la phase qui est un peu plus tardive, c'est-à-dire la phase de déclin. Pendant la phase de croissance, il existe beaucoup de difficultés pour pouvoir mesurer la fonction respiratoire chez les enfants. De ce fait, on a été en quête de chercher des indicateurs qui permettent d'évaluer le déclin de la fonction respiratoire chez les enfants. Il y a un biomarqueur qui a été décrit, à savoir le Club Cell Secretory Protein 16, c'est-à-dire encore en abrégé CC16, qui est une protéine immunomodulatrice présente dans la circulation systémique et est produite par les cellules épithéliales bronchiques. Et donc, d'après ce travail, il a été décrit qu'une faible concentration de la protéine CC16 est associée à une altération de la fonction pulmonaire chez l'enfant et une accélération du déclin de la fonction respiratoire et le développement à l'âge adulte d'une limitation des débits aériens. Par ailleurs, toujours pour essayer de résoudre ce problème de mesure du déclin de la fonction respiratoire chez les enfants, on s'est basé sur des études réalisées chez les adultes qui mettaient bien en évidence le fait qu'à la tomodensitométrie thoracique, on pouvait avoir des indices pour prédire le déclin de la fonction respiratoire. Il s'agit ici des dimensions des voies aériennes, à savoir
le diamètre, le calibre de la branche et l'épaisseur de la paroi, permettant ainsi de calculer un indice qu'on appelle le PI10 qui, lui, lorsqu'il est altéré, il est associé à une accélération du déclin de la fonction respiratoire chez des patients sains qui n'ont pas de maladie respiratoire chronique. Et donc, ce concept a voulu être appliqué chez les enfants, mais néanmoins, il se pose le problème de la difficulté à réaliser les tomodensitométrie thoracique chez les enfants du fait de l'irradiation qui aura des conséquences. Donc, des travaux sont encore en cours sur le sujet pour pouvoir identifier les moyens les plus appropriés. Ensuite, toujours chez l'enfant, pendant la phase de croissance, on a évoqué également l'usage des oscillations forcées. Il s'agit d'une méthode non invasive qui se fait en ventilation spontanée, ne nécessite pas la participation de l'enfant et donc semble être plus facile à réaliser. Et le principe ici, c'est l'application de variations de pression par un haut-parleur à différentes fréquences qui va engendrer donc une variation de débit. Mais malheureusement ici, l'oscillation forcée a pour principal target l'exploration des résistances bronchiques et donc semble avoir peu de pertinence pour la mesure des volumes pulmonaires de nos jours. Toujours est-il que des travaux sont en cours pour juger de la pertinence de l'usage des oscillations forcées dans la mesure du déclin de la fonction respiratoire. Ensuite, nous avons la spirométrie. La spirométrie est l'outil indispensable en santé respiratoire pour la mesure de la fonction respiratoire. Et comme dit selon les recommandations, les éléments qui sont indispensables pour pouvoir évaluer de manière pertinente les volumes pulmonaires sont principalement le volume expiratoire à la première seconde, la capacité vitale forcée et dans une certaine mesure le VEM6 qui est un élément ici qui se rapproche de la capacité vitale forcée, très important chez les patients qui présentent des maladies telles que la BPCO. Il y a également le débit expiratoire de pointe, les débits expiratoires moyens entre 25 et 75% de la CVF et de plus en plus, il est recommandé d'utiliser l'air sous la courbe pour pouvoir évaluer la fonction respiratoire, notamment les variations dans le temps après la bronchodilatation. Donc, devant ces paramètres de la spirométrie, lorsque nous avons notre résultat, il est indispensable de bien regarder les résultats et de savoir ce qui est interprété. Le professeur Peffour a tout à l'heure l'a bien expliqué, je reviendrai juste rapidement en disant que lorsque nous avons le meilleur résultat de notre malade, il faut toujours le comparer à des valeurs de référence et en général, selon les dernières recommandations, nous pouvons utiliser les équations de la Global Lung Initiative et dans notre contexte pour le noir africain. Et donc, lorsque nous avons ce résultat et en le corrélant aux équations de la Global Lung Initiative, nous pouvons avoir un pourcentage de la présie qui se retrouve dans cette colonne, mais néanmoins qui de plus en plus dans le cadre de l'évaluation du diagnostic des maladies respiratoires n'est plus un outil qui est hautement recommandé pour le diagnostic des maladies, des atteintes fonctionnelles respiratoires, mais par contre peut être utilisé dans le cadre du suivi et de l'évaluation des maladies respiratoires. De ce fait, il est donc recommandé d'utiliser la limite inférieure de la normale qui a été bien décrite plus haut et qui permet de comprendre qu'en fait, lorsqu'on parle de la limite inférieure de la normale, il s'agit de dire que pour une population donnée ayant à peu près la même taille, le même poids, le même âge que notre patient en question, 5% de cette population auront des valeurs inférieures à la limite inférieure de la normale. Également, tout à l'heure, il a été évoqué le Z-score, qui est un corollaire de la limite inférieure de la normale et qui, lui, lorsqu'il est supérieur à 1,24, il dit en fait le nombre des cas types duquel la valeur du patient s'éloigne de la valeur prédite. Alors, quels sont donc les indices qui vont nous permettre à la spirométrie de nous dire si on a un déclin de la fonction respiratoire ou pas? Le premier indice que nous allons évaluer ici, c'est le volume expiratoire maximal à la première seconde. Nous pouvons calculer le delta VMS, c'est-à-dire la différence entre le VMS à un moment donné et le VMS à un instant t plus 1. Cette différence peut être exprimée en valeur absolue, mais néanmoins, lorsqu'elle est évaluée en valeur absolue, c'est-à-dire sera probablement en millilitres, il est difficile ici de corréler aux valeurs normales parce que celles-ci sont variables d'un individu à l'autre, notamment du fait de tous les paramètres qui ont été cités plus haut, du fait des paramètres ethnie, sexe, âge et taille. Par ailleurs, il a été décrit qu'on peut calculer le pourcentage de perte du VMS, c'est-à-dire essayer de rapporter la valeur absolue du VMS à la valeur absolue du VMS à l'état de base.
c'est-à-dire on fait la différence du rapport du VMS à l'instant T moins le VMS à l'instant T plus 1 qu'on va rapporter au VMS à l'instant T. Mais toujours est-il qu'il faut intégrer les variabilités intermanœuvres qui varient d'environ 5% chez l'individu normal et les paramètres liés à l'âge. Et le seuil pour le diagnostic du déclin de la fonction respiratoire sera variable en fonction du contexte clinique dans lequel on se trouve. Également, un autre indice qui peut être utilisé pour mesurer le déclin de la fonction respiratoire, c'est la perte de pourcentage de la théorique, en abrégé PPVEMS. Ici, il s'agit de tenir compte du pourcentage de la théorique du VEMS à un moment donné et de faire la différence avec le pourcentage de la théorique du VEMS à un instant T plus 1, tout en utilisant les équations de référence appropriées. Pour exemple, nous dirons que chez ce patient où la fonction respiratoire, le VMS, a été évalué entre 2013 et 2016, nous notons qu'en 2013, son VMS est de 1,6 litre, soit 106% de la valeur prédite. Et en 2014, ce VMS passe à 1,8. Il semble avoir augmenté. Mais nous nous rendons compte, lorsqu'on le rapporte à la valeur prédite, on voit que cette valeur est de 106%. Et lorsqu'on fait dans la différence entre le VMS, le pourcentage de la valeur prédite du VMS en 2014 et celle de 2013, on voit donc qu'il y a une variation de 4%. Donc, cet indice est également utilisé en pratique clinique courante pour pouvoir déterminer s'il existe ou non un déclin de la fonction respiratoire. Ensuite, récemment, il a été introduit le paramètre VMSQ. Le paramètre VMSQ, c'est un paramètre qui permet de lier la fonction respiratoire d'essayer d'éliminer l'artefact que présente l'âge, le sexe sur le VMS. Et pour ce faire, ce paramètre est calculé en faisant le rapport du volume respiratoire maximal à la première seconde sur la taille exposant 3. Et il a été démontré que cette valeur est un important prédicteur de la fonction respiratoire, de la survie et de la mortalité. En ce qui concerne le VMS maintenant, la capacité vitale forcée, on peut également calculer la différence entre la capacité vitale forcée à un instant T et un instant T plus 1. On aura une valeur absolue qu'il faudra derrière corréler à la capacité vitale forcée à l'instant T pour avoir un pourcentage de perte, exactement comme précédemment en ce qui concernait le VMS. Et également, la perte de pourcentage de la valeur théorique PPCVF, qui sont des indicateurs qui sont décrits comme étant pertinents pour l'évaluation du déclin de la fonction respiratoire. Alors, comment est-ce qu'on va donc appliquer cela à notre pratique quotidienne? Il faut rappeler ici là que l'évaluation de la fonction respiratoire est indispensable pour l'évaluation des maladies respiratoires chroniques, notamment les maladies bronchiques. En tête de file, nous avons la bronchopneumopathie chronique obstructive et l'asthme. Et chez les enfants, c'est très important d'évaluer cette fonction, ce déclin de la fonction respiratoire chez des enfants qui présentent la mucoviscidose. Il est également important d'évaluer le déclin de la fonction respiratoire dans le cas des maladies restrictives, notamment les pneumopathies interstitielles diffuses et même dans les séquelles de tuberculose. Et enfin, en ce qui concerne tout ce qui est médecine du travail, c'est un élément qui est très important dans la surveillance de la survenue des maladies respiratoires professionnelles. Comment allons-nous donc interpréter ces variations de ces paramètres, de ces indices de la fonction respiratoire? Tout ça prend en compte le type de maladie respiratoire devant laquelle nous sommes, que présente notre malade, et également le paramètre qui est évalué. En ce qui concerne les maladies bronchiques et l'usage du delta, du pourcentage du VMS, une variation de 10% est décrite comme étant significative pour définir le déclin de la fonction respiratoire. Lorsqu'on utilise le PPVMS, une variation de 5% est alors significative. Quant aux maladies restrictives, on s'appesantit ici sur la CVF. Une variation de la CVF d'ordre de 10% est significative pour définir chez un patient qui présente une maladie restrictive qu'il existe un déclin de la fonction respiratoire et pareillement pour le PPCVF, une variation de 5%. Et maintenant, en ce qui concerne les maladies professionnelles, c'est une variation, un déclin de 15% en ce qui concerne le delta du VMS.
Et il serait aussi intéressant ici, si c'est possible, si ces valeurs sont disponibles, d'utiliser les limites inférieures de la normale de ces variations, toujours dans la hantise de corréler effectivement ces paramètres à l'état physiologique des patients en tenant compte de l'âge, du sexe, de la taille, du poids et de l'ethnie. Il a été développé ces dernières années des applications qui permettent d'évaluer le déclin de la fonction respiratoire. C'est le cas ici dans la CDC, notamment la section qui s'occupe du suivi des maladies respiratoires, des maladies professionnelles, qui ont développé cette application qui permet d'évaluer le déclin de la fonction respiratoire tout en rentrant progressivement l'âge du patient aux instants T et T plus 1, les paramètres du volume expiratoire maximal à la première seconde et en tenant compte bien évidemment de la race, du genre et de la taille. Grâce à ceci, on peut avoir des éléments chiffrés du déclin de la fonction respiratoire, essayer de corréler ces paramètres-là au seuil qui ont été fixés plus haut. Et donc, toujours dans le même cadre de la CDC, il a été développé un logiciel qu'on appelle le logiciel Spirola. C'est un logiciel qui peut être installé sur nos ordinateurs, qui serait très intéressant d'utiliser dans les laboratoires de FR, dans des services qui font les épreuves fonctionnelles respiratoires et qui permettront donc de suivre le patient sur le long terme, de suivre les patients respiratoires chroniques qui sont déjà pris en charge afin de décider si présente ou non un déclin de la fonction respiratoire. Pour prendre l'exemple du VMS dans ce cadre, sur cette plaquette, nous avons en ordonnée le volume expiratoire maximal à la première seconde et l'âge en année. Pour ce patient, la fonction respiratoire, le volume expiratoire maximal à la première seconde a été mesuré 6 fois et se présente tel que suit sur les 5 années, on va dire à partir de 34 ans jusqu'à à peu près 39 ans. Et on observe donc que lorsque on projette le VMS de ce malade, il décroît progressivement et ça, c'est la ligne de régression qui a été computée à partir des valeurs du malade. Et sur ce graphique, d'emblée, il y a la limite inférieure de la normale pour le patient en fonction de son âge, de son sexe et de son ethnie. Et nous verrons donc que si le patient va en dessous de cette ligne, il présente déjà une valeur du VMS anormal. Mais en plus, il y a déjà cette ligne qui est déjà préconçu et qui tient déjà compte de la variation des 10% du VMS et en deçà de cette ligne, nous pouvons donc dire qu'il y a un déclin significatif de la fonction respiratoire de l'ordre de 10%. Dans le cadre des maladies professionnelles, il s'agira donc de cette ligne en pointillé bleu clair qui définira donc ce seuil de 15% définissant le déclin significatif de la fonction respiratoire. C'est à peu près la même chose lorsqu'on parle de la capacité vitale forcée. Ici, également, nous avons la limite inférieure de la normale en violet. Nous avons la limite significative qui est de l'ordre de 5% qui permet de définir un déclin significatif de la capacité vitale forcée. Nous avons également la possibilité de faire le même exercice en ce qui concerne le ratio VMS sur CVF. Pareillement, pour le pourcentage de la prédite en ce qui concerne le volume expiratoire maximal à la première seconde et la capacité vitale forcée, ceci permet de visualiser quelles sont les modifications de la fonction respiratoire chez notre sujet en fonction du temps. Quelles sont donc les actualités sur l'évaluation du déclin de la fonction respiratoire? Pour en parler, nous allons nous aider des dernières recommandations de l'ERS et de l'American Thoracic Society sur les stratégies d'interprétation de la fonction respiratoire. Dans cet article, on a voulu mettre à jour les recommandations de 2005 sur l'interprétation de la fonction respiratoire et j'invite tous les auditeurs à avoir cet article sur soi car cet article permet de mettre à jour vraiment le diagnostic des différentes atteintes respiratoires en fonction de la limite inférieure de la normale, de la limite supérieure de la normale, de diagnostiquer ou de confirmer l'existence d'une réversibilité du VMS et bien d'autres choses. Mais nous allons nous appesantir dans le cadre de cette présentation sur les modifications qui ont été effectuées sur l'interprétation de la variation du déclin de la fonction respiratoire au cours du temps. Dans les années 2005, il était question de faire les différents calculs que nous avons dit plus haut
afin de déterminer au fil du temps s'il y avait une dégradation, s'il y avait un déclin de la fonction respiratoire. Mais depuis 2021, il est recommandé d'utiliser le Conditional Change Score chez l'enfant et d'utiliser le VEMS-Q chez les adultes. À quoi correspond donc le Conditional Change Score? C'est un paramètre qui permet de mesurer quelle est la variation du volume expiratoire maximal à la première seconde chez l'enfant. Et ce score-là, si on prend en considération le Z-score du VEMS, c'est pour ça qu'il faut avoir le Z-score sur nos résultats de spirométrie. On prendra ainsi le Z-score du VEMS à un moment donné et on va faire la soustraction avec le VEMS, le Z-score du VEMS à l'instant T plus 1, tout en prenant en considération une constante R. La constante R ici, c'est une constante qui prend en compte le temps, la durée, et qui prend en compte l'âge. Et lorsque ce conditional change score est compris entre plus 1,96, entre moins 1,96 et plus 1,96, il est considéré normal. Nous prendrons pour exemple cet enfant de 14 ans de sexe masculin qui a une taille de 170 cm. Il a un Z-score de son VEMS qui est au départ à 0,78 et qui va passer à moins 1,60 sur une période de 3 mois. En calculant la constante R, elle se retrouve à 0,912 et le change score sera égal à moins 2,17, c'est-à-dire en dehors des limites de la normale, cet enfant a un déclin anormal, un déclin significatif de sa fonction respiratoire. Mais si nous prenons en considération maintenant la valeur, le temps, ce change score, vous voyez, il va varier, il va passer à moins 1,55. Si c'était le même enfant et qu'on avait la même variation sur 4 ans, ce change score serait normal car il serait compris en moins 1,55, il serait compris entre moins 1,96 et entre plus 1,96. Que dit donc du VEMS-Q? Selon les recommandations de l'ATS, il a été défini que le VEMS-Q devrait être calculé autrement, c'est-à-dire le VEMS-Q serait le rapport ici du rapport du volume expiratoire maximal de la première seconde sur le premier centile spécifique du sexe de la disposition du VEMS trouvé chez les sujets adultes atteints de maladies pulmonaires. Ces percentiles sont des valeurs qui semblent être fixes chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, ce premier percentile est de 0,5 litres et chez la femme de 0,4 litres. Et on dit qu'il y a un risque élevé de décès si cette valeur est proche de 0 et ça indique le nombre de fois que le VMS se rapproche de la limite inférieure de survie. Chez une femme donc de 70 ans, pour un VMS de 0,9 litres, son VMS-Q sera calculé, sera à 2,25 qui semble être éloigné de la valeur 1 et peut être considéré, cette patiente peut être considérée à un faible risque de décès. Nous allons terminer en disant ceci. L'évaluation du déclin de la fonction respiratoire est une étape indispensable et clé dans le suivi des maladies respiratoires chroniques, notamment dans le suivi de la BPCO, dans le suivi des pneumopathies interstitielles diffuses et aussi en médecine du travail. Mais il faut tenir compte des variations physiologiques que nous avons décrites aujourd'hui qui peuvent modifier la trajectoire de chaque patient en fonction des paramètres, des paramètres socio-économiques, génétiques et bien d'autres. Et donc, pour évaluer le déclin de la fonction respiratoire, les principaux éléments sur lesquels il faut s'attarder sur un résultat de spirométrie, c'est le volume expiratoire maximal à la première seconde et la capacité vitale forcée. Il est possible de calculer des indices subsidiaires, à savoir le delta du VEMS et le delta de la capacité vitale forcée. Et encore mieux de nos jours, le Conditional Change Score et le VEMS-Q. Donc, grâce à ces indices, nous pouvons donc évaluer le déclin de la fonction respiratoire. Il est donc conseillé de nos jours de le faire en pratique clinique courante dans le suivi de nos patients qui présentent ces maladies respiratoires chroniques. Je vous remercie et j'espère que je suis restée dans les temps. Et merci beaucoup, docteur, pour cette brillante conférence. J'avoue que c'est vraiment d'actualité et nous avons beaucoup appris. Merci beaucoup et je voudrais que chacun, là où il est, qu'il acclame ces deux conférenciers. Acclamez à votre niveau. Merci. Alors,
Je vais laisser le professeur Adé conduire les questions et avec leurs réponses. Donc, professeur Adé. Merci, cher maître. Donc, je pense que vous avez suivi religieusement les deux conférences. Je ne sais pas s'il y a des compléments, des apports ou des questions pour ces deux conférenciers de haute facture. S'il y en a, voudrait bien lever la main dans la partie participants, qu'on puisse vous donner la parole. Vous avez également la possibilité de poser directement vos questions dans la partie discussion. Merci. Donc, professeur Kadengui, président du jury, professeur Bakayoko, c'est seulement les titulaires. Professeur de moi, c'était directeur de mémoire. Je ne vois pas encore de main levée. Au passage, il y a professeur Agoro Pessi qui avait fait un commentaire sur la première présentation. Il a félicité le professeur Pefora pour sa présentation et a souligné que certaines différences socio-économiques sont également imputables, mais les différences morphologiques ne sont pas du reste. En plus de la taille du tronc, il y a aussi la masse musculaire thoracique qu'il faudrait prendre en considération et qui pourrait déterminer également les normes spirométriques. Je ne sais pas ce que le professeur Pefora pense de ça. Merci beaucoup, professeur Serge. Non, je suis absolument d'accord avec le professeur Gidas. C'est pour cela qu'à un moment, je disais qu'il y a plein de facteurs que nous n'avons pas encore compris. Je suis d'accord. Vous savez qu'il y a une partie des épreuves fonctionnelles respiratoires, surtout spirométriques, qui est une partie effort dépendant, dont la musculature thoracique, la façon dont nous sommes constitués joue absolument et probablement un rôle. Donc, on est en train de tenter de minimiser tous ces facteurs qui sont liés à la taille du tronc. Et vous allez voir que certaines personnes vont utiliser plutôt la longueur du membre supérieur pour tenter de prédire les normes respiratoires. Sinon, il y a des facteurs que nous ne comprenons pas. C'est pour cela qu'on est dubitatif pour la race, pour cette affaire de race. Est-ce que c'est vraiment la couleur de notre peau qui fait ça, ou c'est juste un corollaire d'autres choses qui sont plus importantes et que nous n'avons pas encore réussi à comprendre? Sinon, je suis absolument d'accord avec le professeur Gidas. Merci beaucoup, professeur. Et ça souligne encore une fois la pertinence d'initier des études pour déterminer également nos normes dans notre contexte spécifique, parce qu'il doit y avoir très certainement de petites variations. Je voudrais dire à nos participants que nous avons mis au niveau de la partie discussion un lien qui va vous permettre d'évaluer cet enseignement post-universitaire. Cette évaluation nous tient beaucoup à cœur au niveau de la coordination de la SAPLR parce que ce n'est que comme ça que nous pourrions nous améliorer et mieux vous servir dans l'avenir. Donc, merci de cliquer sur le lien et de faire de façon vraiment objective toutes vos remarques dont nous tiendrons rigoureusement compte. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore une préoccupation. Je sais que le temps est totalement parti. Je ne vois pas de préoccupation. Certainement qu'il y a une préoccupation. Alors, il y a une préoccupation dans la partie discussion. Nous avons pu constater que l'évaluation du déclin de la fonction respiratoire varie en fonction du temps, surtout avec Conditional Change Score. Devant cela, est-il possible de pouvoir standardiser l'évaluation du déclin de la fonction respiratoire, par exemple, tous les 2 ans? Je pense que la parole... Je ne sais pas si le docteur est là pour pouvoir répondre. Docteur Poka?
Oui, merci pour la question. Nous avons pu constater, quand je fais cela, est-il possible de pouvoir standardiser l'évaluation, par exemple, tous les 2 ans? C'est un peu difficile de répondre parce qu'en réalité, le Conditional Change Score, c'est déjà un moyen de standardiser l'évaluation du déclin de la fonction respiratoire. Et donc, il est question juste de définir un délai à partir duquel on mesure la fonction respiratoire du patient. Idéalement, il est question de faire cela, de faire cela toutes les années. Question d'évaluer après 1 an, comment se comporte la fonction respiratoire du malade et s'il existe un déclin ou pas. D'emblée, le Conditional Change Score, c'est déjà un moyen de standardiser le déclin de la fonction respiratoire et de le rendre accessible et avoir des valeurs normatives qui peuvent être appliquées sans aucune restriction. Merci beaucoup. Je voudrais également vous rassurer que l'enseignement a été enregistré et donc nous allons très certainement vous l'envoyer en prenant comme canal les présidents des sociétés savantes nationales et également les présidents des groupes de travail. Nous avons un forum à travers lequel nous pourrons faire passer le message, le lien. Bien entendu également, dans la mesure du possible, nous allons vous faire parvenir également les 2 communications. Il y a également une autre question pour le docteur Pouka. Le logiciel Spirola est-il gratuit? Oui, le logiciel Spirola, il est gratuit. On peut le télécharger sur le site de la CDC. Il y a le lien dans la présentation. Ou vous tapez juste Spirola, je pense, dans Google. Vous pouvez retrouver aisément, vous téléchargez, vous essayez d'utiliser. Il y a également le manuel d'utilisation en version PDF. Et donc, voilà. Merci beaucoup, docteur. Donc, le logiciel est totalement gratuit et vous aurez le lien dans la présentation. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a une autre préoccupation? Oui, professeur Bertrand Hugo. Oui, merci, professeur Adier, de me passer la parole. Je voudrais d'abord féliciter donc, les 2 présentateurs et remercier aussi donc, la SAPLF, le groupe de travail sur la fonction respiratoire pour avoir entamé cette série d'enseignements post-universitaires qui, je vois, très couru par les membres de la SAPLF. C'était juste un commentaire rapide et peut-être en termes de recommandations, peut-être vous allez y revenir. Je pense que le professeur Pefora, il a fini par là. Il faut dire que c'est un sujet assez passionnant, assez complexe aussi. Donc, est-ce que la couleur de notre peau, est-ce qu'il y a des gènes, est-ce qu'il y a l'environnement, et ainsi de suite. Et je pense qu'il a dit dans son propos, et je suppose que le groupe de travail sur la fonction respiratoire est en train de travailler sur quelque chose de ces âges. Je veux dire un projet de recherche. Donc, Professeur Bertrand, on vous entend faiblement. Allô? Oui. On vous entend faiblement. Oh là là. Pourtant, j'ai le téléphone tout près de moi. J'étais en train de dire que j'espère certainement que le groupe de travail est en train de travailler sur un projet de recherche donc, qui devrait inclure l'ensemble de nos pays ou un échantillon assez significatif pour que finalement qu'on puisse avoir donc des équations qui sont propres à nous subsahariens. Donc c'est le petit commentaire que je voudrais faire sur cette présentation. Merci. Merci, professeur Mbachou. Professeur Pefora, vous avez un commentaire? Non, pas de commentaire. Le professeur Hugo, c'est que, voilà, que nous y travaillons, il sait très bien, c'est un fonctionnaliste aussi, hein. C'est un fonctionnaliste, il a plein de projets et c'est importé effectivement sur la mesure de la fonction pulmonaire et qu'on a toujours cette inquiétude, nous utilisons cette équation, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et nous avons commencé l'étude principale que j'ai présentée pour le Cameroun,
C'était un travail de longue haleine. Nous avons dû utiliser nos étudiants en thèse, nos propres ressources. Vous savez que c'est difficile de trouver les ressources, surtout quand il n'y a pas un médicament à vendre derrière. Et nous avons pu quand même avoir une population acceptable. Mais il faut qu'on aille au-delà. Vraiment, on standardise les spiromètres. Pour commencer, on va commencer par la spirométrie. Et qu'on puisse les faire dans plusieurs zones, dans plusieurs pays. Et je pense que ça nous aidera. On va s'y attaquer. Et je pense qu'avec tous les présidents des sociétés nationales, avec tous les responsables du groupe de travail, nous allons tout... Parce qu'il n'y a pas un seul groupe de travail, peut-être, je ne sais pas, écho ou endoscopie qui n'utilise pas la fonction respiratoire. Donc je pense qu'avec l'aide de tout le monde, on va mettre ce projet en marche. Et il faut qu'on se batte pour trouver les ressources. Il faut qu'on se batte pour trouver les ressources. Et j'ai déjà ma petite idée, je vais partager avec vous et je pense qu'on arrivera à trouver des ressources pour faire ce travail qui est un énorme challenge pour la SAPLF. Merci beaucoup. Merci, professeur Pefoura. Professeur Mbachou, vous voudrez bien baisser la main, s'il vous plaît. Docteur Maïmouna? Docteur Maïmouna, vous avez la parole. Docteur Maman Maïmouna? Oui. Oui, bonsoir, docteur. Oui. Bonsoir, chers maîtres. Bonsoir, chers aînés. J'ai une question pour docteur Poka. J'aimerais savoir, docteur, excusez-moi, quand est-ce qu'on commence cette évaluation? Est-ce que l'évaluation commence dès que nous avons posé le diagnostic de la pathologie chronique ou bien après avoir mis en place une prise en charge et une prise en charge qui marche bien? Je prends l'exemple d'un patient qui a une bronchopneumopathie chronique obstructive. Est-ce que toute la panoplie de prise en charge doit être mise en place avant d'évaluer le déclin ou bien dès que nous avons le diagnostic, nous avons commencé une prise en charge, il faut évaluer le déclin? Je vous remercie. Merci. Docteur Poka? Merci, docteur Maïmouna, pour la question. Je dirais de prime abord que ce sont des maladies chroniques pour lesquelles on administre des médicaments sur les patients, en général sur une longue période. A priori, il faudrait évaluer ce déclin dès le début de la prise en charge. Question de se dire, notre traitement, est-ce qu'il marche ou il ne marche pas? Par exemple, la BPC, est-ce qu'il permet de stabiliser la fonction respiratoire ou pas? Ou alors, est-ce que malgré tout, du point de vue clinique, s'il y a malgré tout une dégradation du point de vue symptômes du malade, est-ce qu'il y a également une dégradation fonctionnelle respiratoire objective qui sous-tend la présentation clinique du malade? Donc, je dirais que d'emblée, dès le début de la prise en charge, il est recommandé que les patients qui présentent, par exemple, une bronchopneumopathie chronique obstructive ou alors une pneumopathie interstitielle diffuse, qu'ils bénéficient d'une évaluation de leur fonction respiratoire annuellement. Merci beaucoup, docteur, et je suis également d'avis. Donc, il faut une évaluation initiale et puis également une évaluation annuelle. Merci, docteur Mama, de baisser la main. Quoique je ne vois plus personne, je ne vois plus aucune préoccupation urgente. Je suis un peu également tenu par le temps parce qu'il faudrait que nous tenions dans un temps assez raisonnable. Je vais, avant de passer la parole à notre maître professeur Boko pour clore la séance, je voudrais rapidement faire deux petites annonces. Je voudrais déjà nous remercier et nous féliciter d'avoir pu atteindre tout au long de l'émission 80 participants. Nous savons qu'il y a certains qui se déconnectent, qui se connectent à nouveau, tout ça, etc. Et il ne serait pas exagéré de dire que nous avons même pu atteindre 100 participants. Je voudrais vraiment vous remercier et je voudrais nous demander de tenir le cap pour nous enrichir scientifiquement et nous allons faire tout notre possible pour vous satisfaire. Je voudrais également faire une doléance, celle de bien vouloir nous renvoyer le canevas rempli que le président Pefoura Yon avait envoyé au président des sociétés savantes nationales, parce que c'est via ce canevas que nous allons constituer un groupe unique compact et que nous allons mieux étoffer les groupes de travail
pour mieux animer notre société africaine de pneumologie de langue française. Vous savez que c'est les groupes de travail qui constituent les moteurs de ces sociétés, des sociétés savantes. Donc, merci de m'envoyer, de bien vouloir m'envoyer justement ces canevas qui sont remplis. Ensuite, notre prochain enseignement post-universitaire aura lieu, à moins d'un changement de dernière minute, le 26 juillet. L'enseignement que nous avons fait aujourd'hui, c'était un rattrapage de l'enseignement post-universitaire de loin. Étant donné qu'il y avait eu des difficultés pour fixer une date, nous avons été obligés de faire ça au début de juillet pour rester conciliants. Et l'enseignement post-universitaire de juillet aura lieu a priori le 26 juillet 2023 et sera animé par le groupe de travail environnement et tabac qui est présidé par le professeur Agodo Pessi. Je vous donne déjà un aperçu du terme, c'est les défis de la mise en place d'un centre de tabacologie en Afrique subsaharienne. L'orateur principal sera notre maître professeur Georges Ouedraogo du Burkina Faso et le modérateur professeur Gildas Agodo Pessi, le co-modérateur étant professeur Bertrand Mbachoum Dahal. Je pense avoir épuisé les informations que je voudrais passer. Je ne sais pas si le président veut dire quelque chose pour préciser certaines choses, sinon je laisse le micro à professeur Boko, notre maître, pour conclure la séance. Non, c'est parfait, monsieur le secrétaire général. Nous laissons le micro au maître pour la conclusion. Merci. Merci. Professeur Boko? Oui. Oui, merci, professeur Adé. Et je voudrais encore féliciter les conférenciers. Et je pense que c'est aussi dire merci, tirer le chapeau de la SAPLF, du nouveau bureau de la SAPLF qui est entré avec, je dirais, fracas dans les activités de la SAPLF. Je voudrais les féliciter et je pense que c'est de très belles initiatives parce qu'il faut former et nous avons surtout des jeunes pneumologues et ces genres de conférences nous permettent vraiment de nous ressourcer et aussi d'apprendre et aussi pour ceux qui connaissent un peu recherche à faire, de faire une révision de leurs connaissances. Alors, avant de conclure, pour conclure, je voudrais donner quelques points quand même. Je voudrais demander à tous les pneumologues, tous ceux qui nous suivent, lorsque nous avons écouté, je dis qu'il y a eu tellement de variations quand on prend la documentation que nous avons suivie tout à l'heure. Alors, je voudrais demander aux pneumologues de s'intéresser à la fonction respiratoire. Je pense que nous ne devons pas laisser cette spécialité aux mains des physiologistes, aux mains des fonctionnalistes et autres. C'est une spécialité purement pneumologique. Regardez un peu les cardiologues qui ont pris, quand vous prenez l'ECG et autres, c'est les cardiologues, l'EMG et autres, c'est les neurologues. Nous avons encore des choses qui sont aux mains des physiologistes et des fonctionnalistes. Donc, je pense, j'encourage les jeunes pneumologues et tout le monde d'ailleurs à s'intéresser et à prendre en main tout ce qui est fonction respiratoire, tout ce qui est exploration respiratoire. Je pense que le professeur Eric l'a dit, et je l'avais noté depuis le début, je pense qu'il faut faire un projet avec des études multicentriques pour avoir des valeurs vraiment de l'Afrique. Nous avons besoin de faire des études, parce que c'est vrai qu'il existe encore des points d'ombre, donc je pense que les études sont bienvenues et j'encourage la SAPLF, le bureau de la SAPLF à faire des projets d'études peut-être financés. Et j'espère que dans tous les centres de pneumologie, dans la zone SAPLF, nous avons le matériel, notamment la spirométrie, au moins, pour la prise en charge, ou du moins pour ces genres d'études. Alors,
on remarque qu'effectivement, nous n'avons pas d'études dans notre zone, à part le Cameroun, peut-être le Nigeria, les pays anglophones. Donc, nous aussi, nous avons besoin de faire des études. Alors, je voudrais encore dire merci et m'arrêter là. J'espère que la prochaine fois, nous serons plus nombreux. Déjà, 80 personnes, ce n'est pas négligeable, mais on peut mieux faire. Il faut encourager, aussi inviter les médecins généralistes pour qu'ils puissent suivre ces activités, ces enseignements très riches. En tout cas, merci. Et sur ce, je voudrais clore, je dirais, cette session de conférence et je vous remercie tous. Rentrez bien chez vous, que le Seigneur vous accompagne et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.